scolaire. La parole est à Madame Gilda Aubert, rapporteure de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous sommes ici rassemblés pour examiner une cause juste, celle de l'égalité de traitement. Égalité, une maxime qui figure au fronton de notre République et dont nous devons nous rappeler sans cesse la valeur. Au cours des récentes années, certaines communes n'ont pas hésité à arguer de leurs difficultés financières, souvent réelles, il est vrai, pour restreindre l'accès des élèves aux services de restauration scolaire. De manière parfaitement illégale et inacceptable, quelques-unes l'ont fait en discriminant délibérément les plus vulnérables, les enfants de chômeurs. Elles ont souvent invoqué à cet effet le motif fallacieux que ces derniers seraient prétendument disponibles pour fournir un déjeuner à la maison, en contradiction avec les démarches nombreuses et difficiles qu'implique la recherche d'emploi. Ces mesures stigmatisantes ne font que rajouter de l'exclusion à l'exclusion. La proposition de loi de M. Roger Gérard Schwarzenberg vise alors à garantir une égalité par le droit d'accès de tous les élèves des écoles primaires à la restauration scolaire. Rappelons que la mise en place de services de repas dans les écoles, bien qu'incombant aux communes, a un caractère facultatif sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. 80% d'entre elles ont d'ailleurs mis en place un système de restauration scolaire par école ou des cantines intercommunales dans certaines zones rurales. Toutefois, selon l'auteur de cette proposition de loi, la restauration scolaire n'est pas une compétence obligatoire des communes, mais quand celles-ci en ont décidé la création, il s'agit alors d'un service public annexe au service public d'enseignement auquel s'applique le principe d'égalité. Ainsi, cette proposition de loi vise à compléter le Code de l'éducation par un nouvel article. Il fixerait enfin par la loi le droit d'accès à la cantine pour tous les enfants des écoles primaires, car il s'agit en effet d'un droit. Il fixerait d'autre part ce qui est déjà sanctionné par le tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi pour des faits de discrimination à cet accès. Albert Einstein écrivit « Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux ». Nous n'avons pas le droit, mes chers collègues, de laisser hors de nos cantines des enfants sous de sombres ou discutables prétextes qui tous revêtent alors un caractère discriminant. Nous avons le devoir de les traiter sans discrimination de quelque ordre que ce soit, tel que prévu à l'article 225.1 du Code pénal. Leur liste en est claire et permet au juge administratif d'y recourir pour tous les manquements à chacun des principes énoncés. Cette préoccupation n'est pas nouvelle et je me réjouis qu'elle fasse consensus dans notre Assemblée. Ces phénomènes discriminatoires sont d'ailleurs dénoncés dans divers textes qui tous réaffirment notre attachement à l'intérêt des enfants. La proposition de loi, déposée en février 2012 par le groupe socialiste, lors de la précédente législature d'abord, mais encore le rapport du défenseur des droits Dominique Baudis, qui dresse un bilan criant, et enfin les décisions du juge administratif. En cas de constat de discrimination, les parents se retrouvent souvent démunis et dénoncent et renoncent à toute poursuite. Les associations de parents d'élèves sont alors, heureusement, un maillon essentiel du recours des familles. Leur travail de relais et de médiation est dans tous les temps de l'école l'exemple même des aspects positifs de la coéducation. Ensemble, école, collectivités locales, parents, associations, on avance mieux et on participe à une école inclusive. Cette proposition de loi participera donc aussi à protéger les familles en leur donnant la possibilité de se reposer sur un dispositif clairement établi dans la loi. Chers collègues,
Lors de l'examen en commission de cette proposition de loi, vous n'avez pas manqué de vous insurger contre toute forme de discrimination. Un enfant de chômeur se voit refuser l'accès à la restauration scolaire dans son école au prétexte que son parent inactif pourrait se charger de son repas? Inacceptable. Un élève est délicatement invité à manger hors du cadre scolaire parce qu'il est porteur d'un handicap et que l'attention particulière et les aménagements que requiert ce handicap est difficile à gérer? Révoltant. Et tant d'autres stigmatisations ou discriminations qui affectent parfois de manière indélébile nos jeunes pousses et leurs familles. J'ai entendu certaines de vos inquiétudes à propos du risque de remise en cause des aménagements d'ordre social engagés par les communes, en particulier pour les enfants de familles en situation de fragilité. Loin de l'objectif de cette proposition de loi de contrevenir à ces avancées, évidemment. De même, je voudrais préciser que, comme c'est le cas dans certaines communes, des moyens divers peuvent être mis en œuvre pour faciliter l'accès à tous les élèves en restauration scolaire sans qu'il soit besoin de construire des espaces. Double, voire triple service, optimisation ou réaménagement de l'espace, mobilier plus adapté. Je sais les équipes municipales et les maires très inventifs et je ne doute pas qu'ils puissent s'adapter à ce principe égalitaire de droit d'accès. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le voir en pratique quotidiennement dans des écoles de ma circonscription et je sais que nombre de ces écoles et de maires de communes partout en France sont aussi attachés à la mettre en œuvre. Nous savons, mes chers collègues, et l'histoire nous l'a montré depuis la dernière partie du XIXe siècle, l'importance d'un repas pris à l'école qui a amené les législateurs à se pencher sur la question. Les progrès qui ont suivi n'ont fait qu'étendre les champs des conditions d'accueil des élèves. En 2004, l'adoption des paquets hygiène par l'Union européenne a marqué une étape décisive dans la recherche de la qualité nutritionnelle et les autres dispositifs qui ont suivi n'ont fait que s'inscrire dans cette voie. Combien est important pour un enfant ce repas pris à la cantine, qui est parfois son seul repas complet et équilibré. Médecins, associations de parents d'élèves, de restauration scolaire, tous s'accordent à dire que l'attention d'un enfant qui a pris un repas équilibré, assis, tranquille, sera bien meilleure dans la suite de la journée. Un impact donc sur la scolarité, un impact sur la santé de l'enfant. Nous savons aussi combien la pause méridienne joue son rôle de socialisation, d'échange, de mixité sociale. Le continuum que représentent dans une journée les temps partagés de l'entrée à l'école le matin jusqu'à la sortie de l'école, sans rupture, est un gage d'harmonie et d'apprentissage du vivre ensemble. L'organisation des temps scolaires incombe aux communes. Un amendement de suppression adopté en commission a réaffirmé cette liberté d'organisation des communes qui est ainsi respectée. Madame la ministre, Monsieur le Président des Affaires culturelles, il n'est pas là aujourd'hui, mais je le salue quand même, chers collègues, je conclurai au son de la solidarité. À l'heure où près d'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et à l'heure où la crise a mené de plus en plus de familles à connaître des périodes de chômage, ce mot doit prendre tout son sens. La solidarité, en effet, ne peut être fractionnable, adaptable. Et nous devons, alors que les difficultés s'accroissent autour de nous, mettre tout en œuvre pour la rendre effective, efficiente. La solidarité n'est pas pitié, elle n'est pas non plus charité. Elle se pratique, s'échange, se manifeste par sa tangibilité, sa réalité. Notre République doit entendre chacun et chacune, mais comment ignorer que certains ont davantage besoin d'attention que d'autres, parce que la vie les a rendus plus vulnérables, parce qu'ils sont sans emploi, parce que ce sont des enfants, des jeunes qui, pour réussir leur scolarité, requièrent des conditions correctes, voire optimales de déroulement, dans le respect de l'égalité de traitement.
Dimanche dernier, à l'occasion de la réception à l'Élysée de 100 femmes qui font la France, le président de la République a dit « C'est l'égalité qui fait avancer notre société, qui donne des droits, mais en même temps qui donne des chances ». Cette égalité, à ce moment précis, mise en avant par le président de la République, évoque celle entre les femmes et les hommes. Évidemment, elle vaut de même entre les enfants, sans distinction sociale, sans discrimination aucune quant à la situation de leur famille. Je vous remercie. Merci, Madame.